Donc voilà, je pense que c'est ça. Ils voulaient notre bien, mais ils nous ont pas considérés comme des êtres humains à part entière. Et c'est ce qui fait en sorte que là, nous sommes des personnes adultes avec beaucoup de tares tard c'est gros, avec beaucoup de problématiques qui ont tendance à beaucoup voir des professionnels. Et là, et ce qui est bête, mais vraiment parce que là, le processus est inverse, les enfants d'à présent voient plus de professionnels que les enfants de l'époque. Et les adultes d'à présent voient plus de professionnels que les adultes de l'époque. Parce que nous, à notre période de vie, on n'avait pas... Déjà, contextuellement parlant, quand on parle de la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est de l'abus. Parce que quand on était très, 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 très à fond dans nos rites et coutumes, la femme, c'est le socle de la famille. Quand on te dit la nuit porte conseil, tu crois que la nuit, c'est qui ? C'est la chérie. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, quand il est dans le banja avec les autres, en train de dire « Oh oui, nanani », il a parlé toute la nuit avec sa femme. Elle lui a donné des idées, elle lui a donné une autre perception de la réalité qu'il prend en compte. C'est lui, le mec, c'est le représentant. Ce n'est pas le chef de la famille, c'est le représentant de la famille. C'est un homme qui le dit. Oui, mais c'est la vérité. La plupart du temps, avant de dormir... J'ai envie de dire bassé. La plupart du temps, avant de dormir, il y a des petits... Bon, à part quand tout le monde est hyper fatigué, et même là, il y a des petites discussions avec son chéri et sa chérie sur le lit. Ah ouais, non, il y a ceci, il y a cela. Ah non, le patron, il dit, ah mais écoute, peut-être que tu as aussi mal fait la chose, etc., etc. Ou lui, ah non, il y a ceci, il y a un collègue. Tu vas lui dire, mais écoute, c'est le travail, reste professionnel, des trucs comme ça. Et le lendemain, quand il va, il avance. Maintenant, nous, nos parents, qui ont été hybrides là, avec l'éducation à l'européenne et traditionnelle, ils n'ont pas posé les bonnes questions. Ils ont simplement reproduit un schéma sans comprendre la source. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des gars qui disent « Ah oui, femme, fais-moi ceci ». Bon, j'ai tendance à le faire aussi, mais quand je taquine. Mais des gens qui ont tendance à dire « Ouais, moi quand j'arrive, tout doit être prêt. Moi quand j'arrive, si la vaisselle, machin. » Mais non. Mais non. Moi, j'ai mon vieux père qui a passé beaucoup de temps... C'est une culture différente, qui a passé beaucoup de temps au Japon. Quand il est revenu ici, il nous a montré une certaine façon de faire et de voir les choses. C'est-à-dire, il peut être à table avec nous, quand s'il a envie d'aller se prendre un verre d'eau et que personne n'a déposé un verre d'eau, et qu'il sait qu'il est en train d'aller à la cuisine, s'il regarde, moi j'ai fini mon assiette, il prend mon assiette, il part avec mon assiette et la sienne. Et pourtant, c'est un père de famille. Quand tu poses la question, il te dit, c'est l'utile. Ce que je fais, est-ce que ça m'enlève quelque chose ? Non. De toute façon, j'étais en train d'aller à la cuisine. Si je peux débarrasser et faire quelque chose de mieux en faisant simplement ce que j'ai l'habitude de faire, mais je fais simplement ce que j'ai l'habitude de faire. Tu vois ? Je crois que c'est ça. On ne s'est pas posé les bonnes questions et nos parents ne se sont pas posé les bonnes questions. Et donc, lorsqu'ils ont reproduit leur schéma, ils ne se sont pas adaptés sur l'aspect de fond. Ils sont restés sur la surface. Aussi, ils n'ont pas tenu compte du fait que nos enfants, nous, en griffe enfants, étions des personnes à part entière. Ils nous ont dit, bon, on les dirige parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais même lorsqu'on dirige des gens, il faut apporter plus d'explications, plus de limpidité. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui différencie même un boss et un leader. Vous voyez ce que enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Ok. Alors... moi, j'ai envie, depuis qu'on parle de traumatisme, on parle beaucoup de ce qu'on a vécu, ce qu'on a reçu, ce qu'on a vécu, etc. Donc, est-ce qu'on peut être traumatisé ou développer un trouble, éventuellement, à cause de ce qu'on n'a pas reçu ? Donc, en termes d'amour, d'affection, d'attention, autant que par ce qu'on a à cause de ce qu'on a subi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Alors, je reprends calmement. J'entends. Donc, on n'a pas reçu d'amour, on n'a pas reçu d'attention, d'affection ou même de sanctions, je ne sais pas. Et du coup, est-ce qu'on peut développer un trauma ou un trouble de la même façon que parce qu'on a subi des choses ? Bien sûr.
là encore, je tiens à le préciser, c'est personnel. Et qui voudrait pourrait... En tout cas, la psychologie, on comprend bien que c'est très subjectif. Yeah. Ça dépend de la personne en face. Et ça dépend de l'ouverture d'esprit et de la compréhension de la personne. Moi, je pense que oui. Pourquoi ? Parce que tu as pris un exemple de ne pas avoir eu quoi, par exemple, dans l'enfance ? Je sais pas. J'ai jamais voyagé. Ok. On va prendre quelqu'un qui a grandi avec son père sans sa mère. Ouais, ça aussi. Ouais. Là, tu vas dire parce que tu as eu un manque d'amour. C'est un manque d'amour qui a suscité, un manque d'amour relatif à l'absence du père, de la mère. De la mère, c'est un traumatisme. Ok. Parce que si le père n'a pas joué, on va dire, n'a pas fait ce qu'il faut, parce que c'est difficile d'élever un enfant seul. Ça, toutes les personnes qui le font, big up à ma daronne. Je sais qu'elle va jamais écouter ce podcast. Big up à ma daronne aussi. Elle aura pas le temps. Big up à la daronne de Mizi. Big up à la daronne de Mizi. Mais voilà. C'est incroyable, tu te rends compte, on est 4 dans la pièce. Il y a 3 d'entre nous qui ont grandi sans leur père. Yeah. C'est incroyable. Bref, c'est sans te couper, on est tous détraumatisés. Ça devrait être ça le titre de ce podcast. On est tous détraumatisés. Waouh. Et c'est un peu ça. Si tu n'arrives pas à faire le taf qu'il faut pour combler cet aspect-là, ou du moins pour mettre déjà, on va dire, pour mettre dans un état de conscience objective l'enfant, pour lui dire que bon voilà, ta maman n'est pas là, mais voilà. C'est comme si c'est là, ça va tamiser la chose. Mais indirectement, ça va pousser l'enfant à un besoin de maternité, d'être maternisé. Je ne sais pas si le terme existe. Bon, c'est le français, c'est comme ça. Dès qu'on a les bases, on peut développer. Un besoin d'être maternisé, c'est quelqu'un qui pourra materné. Merci. Oula, ma foi. Materné. C'est un enfant qui pourrait peut-être, à l'âge adulte, aimer sortir avec des femmes plus mûres, d'âge mûr, ou des femmes qui aiment tout faire et tout. Lui, il est là seulement. Oh non, t'es sur tes jeux vidéo. Oh non, mais viens manger, chérie. La table est déjà prête. Ah ouais, on a déjà fait. Il n'aura pas forcément la même façon. Je te vois. Il n'aura pas forcément la même façon. Il n'aura pas forcément la même façon de faire les choses de manière autonome. Par exemple, en disant, moi, ouais, ma mère, elle m'a tellement fatigué avec, elle m'a déjà tout appris. Et ça suffit, là. Bon, on doit vous dire qu'il y a une personne qui est en train de faire des grimaces, là, pendant qu'on est en train de... Il y a du boycott dans l'air. En tout cas, on t'écoute, monsieur. C'est toi qu'on écoute, ça. Donc, voilà. Ce serait très différent de la personne qui a vécu avec sa mère, qui faisait et qui a montré à la personne comment faire son ménage, faire ceci, faire cela. Et quand il se retrouve seul, il dit « Ah, ma mère et tout, elle m'a tellement fatigué avec. » Et indirectement, son petit traumatisme à lui, c'est de tout faire de manière rigide. Et il devient très propre, très poli, très ponctuel, très solitaire, parce qu'il a la capacité, ayant vécu avec sa mère et son père, il s'est tellement... Et je crois qu'ils l'ont tellement fatigué qu'il aime bien se retrouver seul, par exemple. Donc, c'est un peu particulier. Les manques peuvent être des traumatismes parce qu'il y a toujours des objets traumatiques. Le manque de quoi ? Et quand tu réponds à cette question, tu as l'objet de ton traumatisme. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on reconnaît un enfant qui souffre ou un adulte dont l'enfant intérieur souffre? Est-ce qu'il y a des signes visibles? Tu as évoqué, je pense, quelques-uns. Chez les enfants? Oui, chez les enfants. Du genre, un enfant qui est très propre va se retrouver à faire pipi au lit. Un enfant qui était très bavard va se retrouver à se renfermer sur lui-même. C'est des exemples parmi tant d'autres. Il y en a mais tellement, en fait. C'est juste une altération comportementale ou cognitive de l'enfant. Par exemple, mutisme sélectif, un enfant qui ne parle plus. D'accord. Et comment est-ce que tu reconnaîtrais, toi, chez un adulte, s'il y a moyen de reconnaître chez un adulte, un enfant qui a souffert? Bon,
je crois qu'on a tous souffert parce qu'on a tous eu des expériences négatives. Donc, on part toujours de cette même base, on est tous des traumatisés. Voilà. C'est juste que les répercussions sont particulières. En vrai de vrai, personne n'a de problème. L'être humain est un être sociable. Et on vit au travers du regard des autres. Ou à travers le regard des autres, merci de me corriger moi-même. On vit à travers le regard des autres. Ce qui fait en sorte que lorsque tu es dans ton environnement et on constate un changement, on va se dire, ou on constate une particularité, on va commencer à se poser des questions. Et lorsqu'on commence à se poser des questions, on te met au fait de cette particularité. Et maintenant, toi, à ton tour, qu'est-ce que tu fais ? Tu commences à t'interroger par rapport à ça. Je prends par exemple l'exemple de mon ami Mizi, qui aime un ami qui s'appelle Mizi, qui aime sortir par exemple avec les femmes d'âge mûr. Ok. C'est un exemple. Tout à fait. Un réel exemple. Un exemple imaginaire. Voilà, très très imaginaire. C'est pas le même Mizi dont vous entendez souvent parler ici. Hyper bien, un gars très bien dans sa casquette, dans ses lunettes. Donc voilà. Qui est très amoureux des femmes âgées. Oh waouh. Sugar mamie. Par exemple. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi ? C'est une caractéristique particulière. Pourquoi lui, il aime trop sortir avec les femmes âgées ? Et tu vas lui poser la question, mais pourquoi toi t'aimes sortir avec les femmes âgées ? Il va te dire, il sait pas. Et là, s'il commence à se poser les bonnes questions, ou s'il va voir un professionnel parce qu'il dit, mais non, j'aimerais comprendre un truc, on me dit tout le temps que je sors avec les femmes âgées, et effectivement, je sors avec les femmes âgées, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Quand un professionnel reçoit cette demande, il va dire « Ok, problème ou sinon intrigue, c'est parce qu'il sort avec les femmes âgées. D'accord, femmes âgées. » Et là, on va commencer à creuser le sujet. Après creuser le sujet, on va essayer d'aller vers l'enfance. C'est surtout pour les psychanalystes. On va essayer d'aller vers l'enfance pour savoir « Ça va ? Quel est ton rapport avec les femmes normales ? T'as des petites sœurs, comment ça se passe, tu as vécu avec qui, ta mère, tes tantes, etc. C'est qui la première personne avec qui tu as, par exemple, fait tchouk-tchouk banane? C'était la nounou. Voilà, par exemple. Et vous voyez... Oh mon Dieu, excusez-moi de rigoler de cette situation. Ce n'est pas drôle, c'est un abus sur mineur. Je suis désolée d'avoir rigolé de cette situation, mais bon, c'est sorti tout seul. Donc voilà, on va essayer de voir tous ceux qui gravitent potentiellement avec ce rapport. Et dès qu'on a potentiellement la cause, et on commence à l'expliquer. Et si le pire dans tout ça, c'est que... Non, pas si. Le pire dans tout ça, c'est que les enfants, ce sont des éponges. Oui. Ils absorbent tout. Ils absorbent. Et s'ils ne connaissent que le seul schéma qu'ils ont absorbé, ils ne vont réappliquer que le seul schéma. S'il a connu ça, s'il avait un manque de figure maternelle, et qu'il s'est habitué avec, et que ce manque a grandi, c'est un manque qu'il va essayer de combler quand il sera plus grand, en sortant avec des femmes adultes, enfin plus âgées. Si il a connu, par exemple, les femmes par le biais d'une nounou qu'on ne souhaite à personne, parce que c'est un abus sur mineur et on n'autorise pas, même si c'est une victoire pour les ados, on ne sait pas pourquoi. Les ados hommes. Les ados hommes. Franchement. Merci pour la précision. Et que cette expérience a été plus ou moins appréciée par la personne, il va partir dans la logique où peut-être que les femmes plus adultes font mieux certaines choses. Et il va reproduire le schéma jusqu'à l'âge adulte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est lorsqu'il y a une caractéristique particulière un peu plus profonde ou qui sort un peu de l'ordinaire qu'on commence à se questionner. Moi, je pense. Après, on peut se tromper. On peut se tromper parce que, comme on a dit toujours, chaque personne est unique. Ça, il faut partir de ce principe. Okay. Je crois qu'on va ajouter quelques mots au titre. On est tous détraumatisés. Chaque personne est unique. Ok.
Ok, et bon, étant donné qu'on est sur l'enfant intérieur, on entend beaucoup parler du fait de guérir son enfant intérieur. Est-ce que c'est un vrai processus thérapeutique ou bien c'est juste une formule à la mode comme ça? Et donc, comment est-ce qu'on fait concrètement pour aller à la rencontre de son enfant intérieur pour éventuellement le guérir? C'est un vrai processus thérapeutique Mhm. que tout le monde prend comme un concept à la mode. Mhm, On a pris l'exemple du rôle de la femme dans nos traditions anciennes mhm, et le rôle de la femme que nos grands-parents et parents des années 60, 60, etc. ont développé. Vous voyez ce que je veux dire? mhm. Ils ont pris ça comme un effet de mode, sans Ouais. comprendre la source de la chose. Mhm. Je m'explique. L'enfant intérieur, c'est quoi? Si Mizi, encore, ma foi, Le pauvre. c'est le pauvre, si Mizi aime la musique Mhm, depuis petit, mhm, il a vraiment apprécié, il a commencé à faire du piano et on a commencé à lui dire qu'il était nul. ouais. Alors qu'il était très bon. Mhm. Mais voilà. Son papa, par exemple, s'il était mauvais, il voulait pas lui acheter un vrai piano. Il a commencé à dire de toute façon, t'es nul, Mhm. ça sert à rien que je t'achète un piano. Mhm. Je vais t'acheter une calculatrice pour que tu puisses faire les mathématiques. Ouais. Parce que les mathématiciens, ils ont des bacs scientifiques. Les bacs scientifiques, ils font des études scientifiques. Des études scientifiques. Ça rapporte de Travail l'argent. scientifique qui rapporte de l'argent. Mhm. Mizi va avancer. Mizi va grandir. Il va suivre le schéma scolaire Mhm. qu'on lui a implicitement imposé ou explicitement imposé. Et lorsqu'il se retrouve à travailler, Mhm. Mizi n'est pas heureux. Ouais. Mizi n'est pas heureux. Et qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à beaucoup se questionner. Sinon, il va commencer à avoir des réactions bizarres. Ah oui, je ressens un vide. Et c'est ce fameux vide-là que les gens vont toujours combler, essayer d'aller combler dans les églises en pensant que ce vide, c'est le manque de Dieu. Ça, c'est une petite parenthèse. Bref. Oh, je ressens comme un vide. D'autres, ils vont aller s'initier parce que voilà, ils savent pas pourquoi ils sont pas heureux. Là, quelqu'un bloque et pourtant je travaille, etc. Et là, moi, je regarde. Je dis d'accord, mais tu te sens pas heureux, pourquoi? Je ne sais pas, et pourtant je travaille, et pourtant j'ai un bon revenu, etc. etc. Mais est-ce que tu aimes ce travail? Ouais, j'aime bien ce travail, non. Tu es habitué à ce travail, mais est-ce que tu l'aimes? Être habitué à quelqu'un et aimer quelqu'un, C'est différent. Voilà. Donc tu vas commencer à te questionner, on va te dire, mais il y a quelque chose que tu aimes bien? Parce que là, c'est un peu confus. Oh ouais, j'aime bien la musique, mais pourquoi t'as arrêté la musique? Ah non, j'ai commencé quand j'étais plus jeune, mais mon papa m'a dit... voilà, ou bien, voilà, ça m'a un peu marqué. Bon, enfin, il va pas dire que ça m'a marqué, il sait même pas que ça l'a marqué. Il va dire, mais après j'ai arrêté, voilà. Et là, je commence à lui dire, mais si tu recommençais la musique? Bah là, c'est indirectement, pas forcément une connexion ou se recentrer sur son enfant intérieur, mais se recentrer sur son enfance intériorisée. Et à partir de là, tu peux redécouvrir quelque chose, tu peux te redécouvrir une passion, tu peux te redécouvrir des objectifs que tu étais censé développer dans l'enfance et que tu n'as pu faire en fait. Ouais. Après, il y a plein d'exemples parmi tant d'autres. Il y a plein Tout d'exemples parmi dépendra tant une fois de plus du cas. et pas forcément positifs. Parce que un enfant, on est d'accord que les ados, c'est des enfants encore. Oui. D'accord. Un adolescent qui n'a pas fait ses expérimentations, les potentielles expérimentations, je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà. Les expérimentations qu'un adolescent pourrait potentiellement faire ou pas, les questionnements, les tenter de prendre son premier verre, voir ce que ça lui fait, s'il aime ou pas, sans être influencé, je précise. Sa première cigarette, s'il aime ou pas, etc., etc. Il s'est abstenu de tout ça parce qu'il est né dans Les enfants de la barrière. Admettons, quand cette personne se retrouve dans le monde du travail sans avoir fait ce qu'il était censé faire à l'âge prédéfini, de l'expérimentation, défini pour ça, oui. tout est à l'intérieur. Rien ne se perd. Donc, il va se retrouver comme ça, jusqu'au moment où, paf, le frangin, il claque. Crise de quarantaine.
Le démon de minuit. Pantalon aux fesses. Il est là, il n'a connu qu'une seule copine. Bah, c'est lui qui veut maintenant toutes les femmes du monde. Garçon Janju. Voilà, quelqu'un qui n'a jamais bu, qui veut maintenant expérimenter toutes les boissons. Donc voilà, la connexion avec son enfant intérieur, elle n'est pas forcément glamour comme on le pense. Des fois, ça peut être problématique du fait du rattrapage de certaines choses qui n'ont pas été faites, etc. Parce que là, on parle des crises de la trentaine, les crises de la trentaine, elle est plus existentielle qu'autre chose. On va dire par exemple les crises de la quarantaine, par exemple. Ou des personnes des adultes, mais qui ne réfléchissent pas, qui sont toujours restés en arrière, en fait. Donc, se connecter à l'enfant en lui, c'est toujours particulier. Mais en termes de sensibilité, en termes de perception de la vie, oui, je suis d'accord. Parce qu'un enfant, c'est un enfant qui a été bien taloché, c'est un enfant qui est sensible. Pas à la taloche, mais aux instructions, au ressenti des autres, etc. Un enfant qui a bien été orienté. Un enfant heureux, c'est un enfant qui fait ce qu'il aime là ponctuellement. Alors que la vie d'adulte ne te permet plus de faire ce que tu aimes là ponctuellement. Il y a le travail, il y a plein de choses. Des responsabilités. Voilà, il y a des contraintes implicites, explicites. Tu peux pas faire la grasse matinée parce que tu entends maman 10 000 fois déjà en 1 heure. Voilà, il y a tellement de choses qui font en sorte qu'on n'a plus cette spontanéité-là, ce petit bonheur de faire ce qu'on veut, etc. Et se connecter à son enfant intérieur, c'est peut-être repercevoir la vie dans le sens où je m'en fiche de savoir ce qui se passe. Je vais essayer de profiter de quelque chose là tout de suite sur le moment. Donc, ce qu'on doit comprendre de manière générale, c'est qu'il y a minimum 2 alternatives dans toute chose. C'est pour ça que j'ai développé ces différentes facettes. Parce que se connecter à son enfant intérieur, c'est trop glamour, etc. C'est plus complexe qu'on ne le pense, en fait. Et là, je précise, c'est mon avis. Ok. Et donc, vu qu'on est sur ton point de vue, et toi-même, Monsieur Is, homme mature et visiblement bien dans sa tête, même si on sait qu'on est tous détraumatisés. Voilà. Est-ce qu'il t'arrive de laisser la place au petit Kevin pour qu'il s'exprime, ou bien le psychologue prend tout le temps toute la place? Le psychologue prend beaucoup de place. Mais pas tout le temps. De temps en temps, il se laisse aller. Le psychologue prend beaucoup de place. Il prend tellement de place que de temps en temps, je suis obligé de me connecter au petit Kevin pour prendre une bouffée d'air. Okay. Le psychologue, c'est quoi? C'est qui? C'est celui qui analyse tout, qui commence à réfléchir de la vie, des problèmes, de son point de vue, l'impact de son point de vue sur les autres, de l'impact du point de vue des autres sur soi, qui aborde sa vie méthodiquement, etc. Toujours dans les analyses, toujours dans l'organisation, etc., etc. Et c'est une charge mentale constante. Ce qui fait en sorte que des fois, je suis très dessin animé, et des fois, je peux regarder des dessins animés, mais très stupides, parce que je mets mon cerveau en pause. Je me dis, il a trop travaillé. Là, je me connecte au petit Kevin qui aimait bien les mangas. Je regarde mes dessins animés, je regarde des trucs stupides, même si je sais que c'est hors du commun. Logiquement, il n'y a aucune logique dans ce dessin, mais je le regarde. Tu me demandes pourquoi, je dis, laisse-moi. Je veux pas réfléchir. Je veux être cet enfant-là. Et il y a aussi d'autres manifestations. Je peux me mettre à danser, à faire des bêtises, à faire des... En fait, c'est important. C'est important. Et c'est de cette manière-là que moi, je me connecte à mon petit Kevin en moi. Ok. Et du coup, nous, dans notre podcast, on essaie de libérer les mots. Donc, on met les mots sur les mots. Et en tout cas, on essaie d'être le plus sincère possible sur les difficultés qu'on rencontre par rapport à des thématiques bien précises. C'est généralement ce qu'on fait chez un psychologue. Ouais. Est-ce qu'à ton avis, le fait de mettre un nom sur un problème ou un traumatisme, c'est déjà un début de guérison? Bien sûr. Bien sûr. Quoi? En quoi? Tu vas à l'hôpital, tu dis que tu as mal à la tête. Il va te donner du paracétamol.
Si tu lui dis t'as mal au ventre, il va te donner, je sais pas moi, quelque chose pour l'estomac par exemple. Pour les etc. soucis gastriques et autres. Là, il gère le symptôme, etc. Il ne sait pas ce que tu as. C'est s'il sait que tu as mal au ventre, tu as mal à la tête, tu as mal à l'os, tu as mal à partout, il dit ah, ok, j'ai coché tous ces symptômes, c'est telle maladie. En connaissant le nom de cette maladie, on connaît le traitement relatif à cette maladie. Si je ne sais pas de quoi tu souffres, je ne peux pas t'aider. Si tu arrives, tu me dis quel exemple je pourrais prendre? Je suis tout le temps fâché. Ma question que je vais te demander, c'est pourquoi? Oh, je ne sais pas. Mais ok, mais du coup, qu'est-ce qui fait en sorte que tu sois tout le temps fâché? Je ne sais pas. Ok, quand tu es tout le temps fâché, comment tu réagis? Je réagis comme ça. D'accord. Et t'es fâché tous les jours? Non. Juste par exemple le mercredi. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe le mardi? Ah non, ma belle-mère vient à la maison. C'est un petit exemple. Et du coup, toi et moi, on est en train de creuser pour connaître la cause de ton attitude. Et si on sait la cause de ton attitude, on peut trouver une solution. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne sais pas pourquoi l'eau n'arrive pas dans ta salle de bain, bah, tu vas commencer à vérifier si ça arrive dans les autres pièces. Voilà, les autres pièces. Si ça n'arrive pas, tu vas te dire, ok, est-ce que c'est au niveau du compteur? Tu vas, le compteur, ça fonctionne bien. Tu dis, ah, du compteur à la salle de bain, qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il y a peut-être des tuyaux, etc. Est-ce qu'il y a une fuite? Et lorsque tu constates la fuite, bah, tu colmates la fuite et voilà. Okay. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Ah ouais. Donc en gros, allez consulter. Ouais. Pour faire simple. Venez consulter. Ça franchement, c'est une phrase que j'utilise beaucoup sur mes réseaux sociaux. Consulter. Ce matin encore, je cognais les gens avec ça sur mon WhatsApp. Allez consulter, c'est important. Ils vont pas le faire. Non. Parce qu'ils pensent que la santé mentale, c'est un luxe, voilà. Alors que la santé mentale, c'est la base. Le fait est que moi, jusqu'en, je crois, juin dernier, 2025, je consultais. Oh. Après, je me suis, c'est pas la première fois que je m'adresse à un spécialiste, c'est la deuxième fois. Donc lui, là, avec qui j'échange, c'est le second psychologue avec qui je parle. La première fois, c'était après que j'ai fait une fausse couche. D'accord. Donc j'ai fait une fausse couche et puis je me sentais plus moi-même. À l'époque, j'étais en Afrique du Sud. C'est plus facile de consulter un psychologue quand tu n'es pas dans ton pays que quand tu es dans ton pays avec ta famille autour, etc. Donc je me suis rapprochée d'un psychologue. J'ai échangé avec un psychologue et ça m'a fait du bien, le peu de temps que j'ai discuté avec lui. Donc là, en novembre 2024, je recommence à consulter. Et là, cette fois-ci, je ne me cache plus. J'en parle, je dis clairement aux gens que je vois un psychologue. J'essaie de partager à mes contacts les petites astuces qu'ils me donnent pour aller mieux, les thèmes qu'on aborde, etc., etc. Et puis les gens me disent, toi, t'es chose de blanc. Toi, tu es vraiment une blanche, en fait. Juste que tu vas même consulter, quoi. C'est la conception qu'on a. Entre-temps, je discutais dans le cadre d'un autre échange avec Sirocos dans un autre épisode, et il a dit quelque chose de très intéressant. À une époque, on n'avait peut-être pas de psychologue, mais il y avait des trucs qu'on appelait les conseils de famille. Il y avait les corps de garde où on pouvait aborder des thèmes qui traitaient de la psychologie, de l'état mental, ou bien on avait eu un problème et on le règle tous en famille. Tu vois? Ou bien, on a un problème et on l'envoie chez le guide spirituel. Aujourd'hui, parce qu'on n'a plus, on ne voit plus le guide spirituel de la même façon,
je t'ai entendu parler de l'initiation et de la religion un peu, voilà, avec des involtures, par exemple. C'est la façon dont on voit plus ou moins les choses aujourd'hui. Ok, petite précision, s'il te plaît. Non, je sais. Ok, je d'accord. te charrie. Vas-y. Je te charrie. Non, je sais que tu es très amoureux de la culture, ne t'inquiète même pas. Mais en fait, on a tous cette façon de voir là, de se dire que se faire initier, pourquoi qu'on a un problème psychologique. Aller voir un pasteur, pourquoi quand notre problème n'est pas lié à la religion, par exemple. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Hein. Pour tout te dire, la religion chrétienne, vite fait. Moi, je suis absolument pas religieux, mais voilà. Je crois en l'entité supérieure. Voilà, oui. On est pareil. Et du coup, à une époque, nos familles avaient cette façon de fonctionner. On avait un oncle à qui les enfants allaient parler, par exemple, quand il y avait un souci. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de ça. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Les enfants doivent faire ce que les parents disent. Les histoires d'aller raconter les choses de la famille à l'extérieur, là, ça n'existe plus. Le linge sale se lave en famille. Quand c'est fini, qu'on a parlé de ça, on n'en parle plus jamais. Du coup, quand toi, tu viens dire sur tes réseaux sociaux que tu as consulté un psychologue qui a mis le point sur des troubles que tu as, on te regarde en mode, mais frère, toi, tu as de l'argent à gaspiller, en fait. Au lieu d'aller gaspiller de l'argent chez un psychologue, on voit l'argent à ta grand-mère et puis par lui. Entre-temps, est-ce que ta grand-mère est qualifiée pour te dire que, ah Darlene, si tu arrives à faire telle ou telle chose, c'est parce que tu as un TDAH ou bien, ah là, c'est clairement que tu fais une phase de dépression. Heureusement, c'est pas chronique, c'est juste ponctuel. Faut faire telle ou telle chose, essaie de faire telle ou telle. Elle n'a pas la qualification pour te dire ça. Elle va te prendre et te dire, oh ma petite fille et tout, allons aux plantations, ou bien non, je t'ai envoyé un truc, ou je t'ai fait ceci. Et ton mal, plutôt que d'être réellement traité, il est juste enfoui comme de la poussière sous une moquette. Et à force de faire ça, d'en mettre encore et encore, la moquette a une bosse maintenant. Et quand les gens passent, ils trébuchent. Donc en gros, c'est un peu ça. Moi, je suis pro-psy. Hein. Je pense comme Marcel, tout le monde doit aller consulter. Et toi, comme tu dis, tout le monde, on est tous détraumatisés. Et malheureusement... Ta bonne attitude est liée à un conditionnement. Voilà. Pareil que ta mauvaise attitude. Exactement. Et malheureusement pour nous, la plupart de nos traumatismes aujourd'hui viennent de notre enfance. Mais malheureusement. Toujours. Et donc, si on ne va pas soigner l'enfant intérieur qui sommeille en nous, ne nous étonnons pas que personne ne peut nous supporter en relation, qu'on n'arrive pas à rester longtemps dans un emploi, ce qui est mon cas. J'arrive pas à rester trop longtemps à un endroit. Donc, il y a tellement de choses, tellement d'éléments qui peuvent nous montrer que, écoute, tu es peut-être un peu traumatisé, il faut aller t'asseoir chez un psy. Ouais. Donc voilà. Tu vois, il y a une petite différence à faire entre le sage et le psychologue. À l'époque, on allait vers les sages. Pourquoi ? La caractéristique principale du sage, c'est l'expérience. C'est l'emmagasinage d'expérience qui favorise l'analyse. Maintenant, la caractéristique principale du psychologue, c'est l'analyse, puis vient l'expérience. Et du fait d'avoir déjà vécu certaines choses, d'avoir déjà vu certaines choses, il avait la possibilité de t'orienter. Maintenant, ici, en Afrique, on pense que déjà de base, que quand tu vas voir un psychologue, c'est que tu es fou. Il n'y a que ça. Voilà. Et déjà qu'ils n'avaient même pas fait la différence entre un psychologue et un psychiatre, au passage. Du coup, ça c'est un. Et deux, vu que c'est quelque chose d'abstrait, quelque chose qui n'est pas perceptible pour eux, ils auront tendance à penser que c'est un luxe de dépenser pour ça. Par exemple, là, tout à l'heure, tu paies, comme on va dire, un terrain au centre-ville à 500 millions ou à 700 millions, alors que c'est qu'une petite parcelle. Mais tu as payé des droits aériens. Personne ne sait c'est quoi le droit aérien, surtout en Afrique. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas mettre quelque chose au-delà de ton espace sans te payer. Ne peut pas construire un immeuble à côté de ta maison sans te payer. Mais tu peux te retrouver avec 1500 ou bien je sais pas, à 1 milliard.
Parce s'il y a une société qui a envie d'investir à côté de toi. Mais comme nous, en Afrique, ce n'est pas visible. Nous, on connaît la terre, on ne connaît pas l'air, parce que l'air, on ne voit pas. Ça reste un concept abstrait. On est dans une société où on est focalisé sur les besoins fondamentaux. Manger, boire, dormir, se soigner. Enfin, se soigner le physique. Hein. Voilà, enfin, manger, boire et dormir, on va dire ça comme ça. Et se soigner parce que le fonctionnement du corps est altéré. Même si tu as mal à la hanche, tant que tu peux marcher, tu vas continuer de marcher. C'est quand tu ne pourras plus marcher que tu vas commencer à dire « Ah là, je n'arrive plus à marcher, je vais voir un médecin. » Alors que ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire des maladies psychologiques qui ont des répercussions physiques sur le soma, le corps. La dépression. La dépression peut faire en sorte que quelqu'un maigrisse à un point, peut faire en sorte que la personne soit troublée à un point où quand tu vois la personne comme ça, tu vas aller à l'hôpital, les examens sont clean. Et là, tu vas te dire, ça y est, la personne ne peut pas être maigre comme ça, on va aller chez les Nganga. Parce que là, c'est sûrement la tante, qui est la tante de l'oncle, du grand-père, qui est toujours là-bas, c'est qui est vieille et vilaine là. Parce qu'on pense que c'est les vilaines personnes qui font les vilaines choses. La vilaine tante là, c'est elle. Oui. Tata Albertine. Tata Albertine, Tata Simone. Donc c'est un peu ça. Et on a tendance à penser que, comme le psychologique, la psychologie, sinon l'état psychologique est abstrait, et qu'on est des noirs, on n'en est plus fort que ça, c'est pas perceptible, on ne peut pas dépenser pour ça. Ce sont des personnes qui sont plus ou moins accomplies. Comme j'ai pris l'exemple de Mizi qui a eu une éducation rigide, scientifique, nanana, qui travaille, etc., mais qui ressent un vide en lui. Ils sentent que non, là, c'est pas possible. Il faut que j'aille consulter un professionnel. Parce que la personne qui est comment on va dire, sujette à comment ça s'appelle, à des besoins primaires, ne peut pas connaître l'état mental, vu que l'énergie attentionnelle est réorientée vers quelque chose de plus ponctuel. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est un peu ça. C'est un peu de leur faute, mais c'est pas aussi de leur faute parce que il y a le contexte culturel, il y a l'état de pensée, il y a l'état de besoin qui font en sorte que même si c'est important, bon après, moi, t'as des problèmes psychologiques, je te dis, je suis à 50 000 francs de l'heure la séance. C'est chaud. Voilà. Comme j'ai fait une blague sur TikTok, et c'était vrai. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu crois que si j'avais 50 000 pour payer ta séance, si j'avais les 50 000 là, j'allais avoir des problèmes j'allais avoir une dépression. Je lui ai dit, d'accord. Voilà. C'est pas minimiser la dépression en soi, c'était juste un exemple. Ok, bon ben, on est quasiment au terme de notre échange, qui a été bien riche, mais j'ai encore quelques questions. Dans le dernier épisode, j'ai reçu, comme je te disais déjà, Solomoni et Joyce. Joyce est une future trentenaire qui a été diagnostiquée souffrant d'un trouble de la personnalité borderline. Donc elle m'a expliqué que ça se déclare généralement entre la période de l'adolescence et le début de la vingtaine. Donc je ne sais pas si je pense que tu connais le trouble. Et est-ce que selon toi, ça aurait un lien avec des traumas de l'enfance ? Ça dépend des caractéristiques. C'est quoi ces caractéristiques à l'âge adulte ? Alors, elle m'a dit qu'elle a peur de l'abandon. D'accord. Qu'elle a tendance à... Elle est hypersensible. D'accord. Je crois que c'est tout. Hein. Après, elle m'a dit qu'il y a d'autres éléments qui sont plus ou moins liés à ce trouble borderline-là. Okay. Elle a le TCA, le TDAH, etc. Ok. J'ai demandé les caractéristiques parce que c'est ça le plus important. Le plus important n'est pas les termes, n'est pas les noms, etc. Ce sont les caractéristiques, la façon dont ça se manifeste. Elle a peur de l'abandon. D'accord. La peur de l'abandon peut venir de plein de choses. Je sais pas, peut-être le premier petit copain qu'elle a tant voulu, lui a fait voir des choses particulières. Peut-être que son papa n'était pas présent, peut-être que sa maman n'était pas présente, peut-être que la personne, c'est pas forcément les parents, sur qui elle s'identifiait le plus, n'a pas eu le même feedback par rapport à elle, et du coup elle a tendance à penser
Ça peut aussi être dû à, je sais pas moi, un manque de confiance en soi, une auto-évaluation négative de sa personne. Donc, elle peut avoir beaucoup de causes. Et tout ça, là, peut avoir l'impression que, ouais, je suis peut-être pas si bien que ça pour Mizi, parce que Mizi porte des lunettes, il est beau gosse. Il est beau gosse, ils sont toujours bons, voilà, grands, de taille riche. Grand de taille riche. Donc voilà, moi je suis qu'une femme, Voilà. etc. C'est peut-être ça. Se dévaloriser, se sous-évaluer. Se sous-évaluer, se dévaloriser aussi d'une certaine manière. Et peut-être la cause aussi est peut-être du fait que... Ah mais il y a plein de peut-être. Hein. Du fait que ses parents, au lieu de la complimenter, avaient tendance à dire « Ah, ta grosse tête là » ou bien « tes pieds tordus », etc. Et elle se dit « Bon, j'ai une grosse tête, j'ai des pieds tordus, j'ai un gros front. Là, c'est sûr, je vois comment les autres filles sont magnifiques. Moi, c'est sûr, j'aurais jamais des choses comme elle. Moi, c'est sûr. Moi, voilà. Il y a tellement de caractéristiques. Et moi, je pense que tout survient dans l'enfance. L'enfance, c'est, on va dire... La période de la construction de l'humain qu'on va devenir. La période de construction, la période de développement, la période de structuration. Et du coup, pendant que tu es en train de tourner ton ciment, s'il y a un coquillage qui rentre à l'intérieur, il fait quoi? Le coquillage s'adapte. Il est dans ton... Voilà. Ouais. De la même manière que si tu as que du ciment pendant que tu tournes ton ciment et de l'eau, bah ça fait ton béton tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Tu as vu le béton. Quand tu tournes le béton, tu ajoutes si tu fais du béton simple, il y a du béton simple. Si tu ajoutes du gravier, il y a du gravier à l'intérieur. Et l'enfance, c'est la période où tu es en train de tourner le béton. Oui. Avant que ce soit un béton dur sur lequel Mizi va faire du breakdance. Ok, bon, alors j'aimerais d'abord préciser que les exemples, c'était vraiment... Joyce n'est pas sa patiente, donc il ne peut pas vraiment rentrer dans les détails pour répondre à la question de savoir... C'est juste généralisé, quoi. Il a beaucoup généralisé et merci d'avoir participé à cet exercice. Maintenant, on revient à toi et on va terminer sur toi parce qu'on a fini. Si tu avais une baguette magique pour remonter dans le temps et murmurer une seule phrase à l'oreille de l'enfant que tu étais, quelle serait-elle? Une seule phrase à l'oreille de l'enfant que tu étais, à l'oreille de Kevin ou encore Kittle K2L, tu lui dirais quoi? Investi dans le Bitcoin. Non mais c'est vrai. En fait, je vais pas dire que actuellement je suis parfait. Je suis loin d'être parfait. Je suis peut-être même le plus traumatisé de nous tous dans cette pièce. Mais j'aime bien la personne que je suis. Et la personne que je suis est là justement parce que j'ai vécu toutes les couches sociales. J'ai vécu toutes les approches. Bon, pas toutes, hein, mais j'en ai vécu. Voilà, j'en ai vécu beaucoup. J'ai vécu beaucoup de hauts, j'ai vécu beaucoup de bas. J'ai vécu beaucoup de bonheur, beaucoup de tristesse. Et c'est ça qui a fait en sorte que je sois là, cette personne. Et je pense que si j'étais petit et que je savais ce que j'allais devenir, j'allais pas me choisir. Mais je suis très fier. J'allais pas choisir parce que je me dis je vais souffrir d'abord avant d'être ça. Je veux pas souffrir du tout. Mais je suis très fier de la personne que j'ai. C'est juste investir dans les bitcoins pour de vrai. Ok. Et du coup, maintenant, là, c'est la question rituelle qu'on pose à tous les invités. Tu ne l'as pas reçu dans le protocole parce qu'on veut que ce soit le plus spontané possible. D'accord. Donc, si tu devais laisser un message à Monsieur Is dans 10 ans, genre, tu reviens quand tu as entre 42 et 46 ans pour réécouter ce passage sur les fiers trentenaires, qu'est-ce que tu aimerais entendre de toi aujourd'hui? Si j'étais dans la quarantaine et que je devrais m'envoyer un message à la trentaine. Non, si tu étais dans la quarantaine et que le trentenaire Monsieur Is devait envoyer un message au quarantenaire Monsieur Is, qu'est-ce que le trentenaire dirait? J'espère que tu sais faire des choix maintenant.
C'est le quarantenaire qui donne au trentenaire. Non, c'est le trentenaire qui dit au Ok. quarantenaire. Ok, le trentenaire dit au quarantenaire, j'espère que tu sais maintenant faire les choix. Ok, J'espère que tu penses à toi. ok. Voilà. Parce que c'est important de le mentionner parce que dans notre travail Mhm. et même dans la vie de tous les jours, je t'ai dit tout à l'heure que les choses ne sont pas si binaires que ça. Ce n'est pas 1, ce n'est pas 0. Mhm. Il y a beaucoup de choses sous-jacentes. C'est toutes tes possibilités, Voilà. toutes tes hypothèses. Voilà. Et du coup, avec un esprit comme le mien, j'ai tendance à être très sujet à la remise en question. Mhm. Parce que j'analyse tout. Mhm. C'est-à-dire, tout de suite, là, je vais te dire, tu vas me demander quelque chose, je vais te dire non, ça suffit. Et là, je vais me dire, ah, est-ce que le non, ça suffit était un bon non, ça suffit? Est-ce que j'aurais pu le dire? Est-ce que ça l'avait... Est-ce que... Ce qui fait en sorte que ce est-ce que là a un impact sur tes choix. Tu ne peux plus avoir des choix rigides, des choix figés. Et déjà, même lorsque tu as un choix rigide et figé, on dit que oui, il est confiant, etc., etc. Mais c'est pas... La vie n'est pas aussi rigide, elle n'est pas aussi figée. C'est un problème si tu es rigide et figé en soi. Bref, on a tous des problèmes. C'est juste pour dire que voilà, ce travail te donne l'impression de trop réfléchir, de trop te remettre en question. Ouais. Donc, tes positions ne sont plus assez accentuées, dès lors que tu connais la complexité de l'homme, du cerveau et de la vie en général. Tu ne peux plus dire « je déteste le noir » alors qu'il y a forcément quelqu'un qui va aimer du blanc, du rose, etc. Donc c'est très particulier. Mais j'aimerais quand même, plus tard, pour beaucoup gagner en temps et moins réfléchir, être ce quarantenaire qui dira oui, oui, non, non. Que ton oui soit oui. Voilà. Et que ton non soit Et non. basta. Et qui pourrait faire des choix facilement. Parce que on a vraiment du mal à faire des choix. Ok, en tout cas, monsieur Is, avec 10 ans de plus, j'espère que tu sais faire les choix maintenant et que tu Non, que tu peux faire des choix. peux faire les choix et que tu penses un peu plus à toi. Yeah. Donc, en ce qui me concerne, moi, je laisserai mon message à la moi de 42 ans à la fin de la saison parce que je prends d'abord les messages de tout le monde. Oh, À la fin de c'est la de la saison. triche, ça. À la fin de la saison, je vous donnerai mon point de vue par rapport à tout. Même s'il y a quelqu'un qui m'a dit non, c'est pas bien, il faut nous donner ton point de vue, il faut laisser ton message à chaque thème. Yeah, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, bon, il faut se prêter à l'exercice. Si je devais me laisser un message, je dirais essaie de pardonner, essaie de passer outre les traumas que tu as vécus. Parce que même quand... j'espère que tu as pardonné. J'espère que tu as pu passer outre les traumas que tu as vécus. Parce que même quand tu ne veux pas répéter le schéma, le fait de rester dessus pourrait t'obliger à répéter le schéma. Ça sent la rancune. Hein. Ouais, je suis rancunière. Et ça, je me cache pas. Écoute. Tout le monde sait. Autant j'aime les gens, je les aime. Autant quand c'est fini, c'est fini. Écoute, mais moi j'ai un petit message, si je peux me permettre, à ta quarantenaire. Les gens ne sont pas mauvais. De la même manière que les gens ne sont pas bons. Ce sont juste des gens qui ont fait des mauvaises choses. Ce sont juste des gens qui ont fait des bonnes choses. Définir quelqu'un par les actions qu'il a commises serait le catégoriser. Parce que si on peut dire, on peut qualifier quelqu'un de mauvais, c'est si toutes ses expériences sont négatives. Mais dès lors qu'il y a une expérience minimum positive, ce n'est pas quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui fait certaines mauvaises choses. Et si quelqu'un fait des mauvaises choses et fait des bonnes choses, c'est qu'il peut avoir le choix. Et s'il peut avoir le choix, c'est qu'il peut toujours changer. C'est pour ça que vous voyez des criminels qui deviennent pasteurs à la fin. C'est bien là où je voulais en venir. Tu Je vois ne ce sais que pas je veux si dire? tu connais l'histoire de Ted Bundy. Non. L'un des meurtriers américains les pires qui soient. Qu'est-ce qu'il est devenu? Le gars a à son actif au moins 83 meurtres de femmes, meurtres avec viol. Et il en est arrivé à faire de la nécrophilie sur leurs cadavres.
en putréfaction. Mais le gars est tombé amoureux d'une femme avec qui il vivait. La femme avait une petite fille. On te dit qu'il n'a jamais fait de mal ni à la femme, ni à sa fille. Mais qu'à chaque fois qu'il sortait, c'était pour faire du mal à une autre femme. C'est qu'à un moment donné, tu as un père et un conjoint parfait. Qu'est-ce qui fait que tu vas jusqu'à tuer 83 femmes? Et même là, ce sont des victimes dont on a retrouvé les corps, ou dont les personnes se sont déclarées, ou je sais pas, qu'on a relié son ADN à lui. Mais lui-même, il te dit qu'il y en a peut-être plus. Il a fait que du négatif avec un petit peu de positif. Donc c'est un mauvais. Ça, c'est toi qui le dis. Mais dès lors que quelqu'un peut changer, dès lors que quelqu'un peut changer, si quelqu'un ne fait plus de mauvaises choses, il n'est plus mauvais. Mais il y a le background. Et c'est là où ça devient difficile. Parce que, est-ce que tu auras le courage d'accepter que cette personne ne soit plus cette personne qu'il était dans ce temps? Ça va être difficile quand même. Ça va être très difficile. Parce que tu n'as pas porté la veste, tu as porté le boulet. Je ne voulais pas que cet enregistrement soit une séance de psychanalyse. Pardon. Non, je te charrie. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Plaisir partagé. Moi, j'ai fini mes questions. Je ne sais pas si tu en as. Vite fait, sinon, on se dit déjà au revoir. Ben non, si j'ai des questions, ça va forcément virer à la consultation. Non, mais allez, vas-y, dis-toi que tu as 2 ou 3 questions que tu peux me poser. D'accord. Pourquoi la rancune? Le message est adressé à qui je pense que c'est? Non. D'accord. Non. Alors, c'est pas choisi. C'est pas choisi? C'est vraiment pas choisi. Bon, je ne te connais pas très bien, mais tu as évoqué le fait d'avoir vu un professionnel du fait de ta fausse couche. Et ça, c'est très marquant pour une femme. Et lorsque tu parles du fait de ne pas que tu espères que tu pourrais pardonner, est-ce que c'est relatif à cet événement? Non. De proche ou de loin? De près ou de loin? Enfin, oui. Bon, alors, je peux en parler ouvertement. D'accord. Lorsque, en espérant que ça ne fasse pas déjà 2 heures, Mizzy, on est encore bon. On est encore bon. On attend un peu suspense. Roulement de tambour. Dans 2 minutes, on est à 2 heures. Ok, bon. Vous avez 2 minutes, Dans madame. ce cas, je fais vite. Lorsque j'étais enfant, j'ai subi une agression sexuelle. D'accord. Ça s'est passé en famille. Et j'étais en vacances chez un parent. D'accord. Et le parent a juste choisi de ne pas le dire à ma mère. Et il y a eu des répercussions physiques qui ont fait que pendant plusieurs années, j'ai essayé d'avoir un enfant. Et ça s'est toujours soldé par des fausses couches. Donc, ce qui se passe dans mon esprit, c'est que je me dis, et c'est ce qui est, que si, lorsque l'incident premier est survenu, s'il y avait eu le suivi derrière, je n'aurais pas perdu toutes les grossesses que j'ai eu à perdre. Et à une période de ma vie, j'en voulais à toutes les personnes qui étaient de près ou de loin liées à ça. Mais bon, on est dans une famille africaine, on est plus ou moins obligé de passer outre. Et c'est là que je disais que les parents nous obligent parfois à pardonner. On est plus ou moins obligé de passer outre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il m'arrive d'avoir des échanges encore avec ces personnes-là. Et le bourreau? Le bourreau non plus du tout. Aujourd'hui, je ne me souviens même pas de son visage. D'accord. Et il m'arrive encore d'avoir des interactions avec ces personnes, mais c'est tellement mécanique, il n'y a rien d'émotionnel dans les interactions que j'ai avec elles. C'est uniquement parce que ce sont des proches, des membres de la famille que je vois, voilà. Et du coup, quand je dis qu'il faut que je pardonne, c'est tout ça, le premier incident, les fausses couches que j'ai faites, les mots qui sont sortis, le fait qu'on ait caché ça à ma mère, et plein d'autres. Et pourquoi j'en parle aussi ouvertement? Parce qu'il faut que la honte change de camp.
c'est pas aux victimes d'abus sexuels d'avoir honte de ce qu'elles ont vécu. C'est aux personnes qui ont plus ou moins dissimulé ça. C'est aux personnes qui les obligent à dissimuler ça. C'est aux personnes qui ont pratiqué, qui ont fait ça, d'avoir honte en fait. C'est pas aux victimes. C'est pour ça que moi, franchement, je ne me muterai jamais sur ça en fait. Parce que là, c'est pas de ma faute, j'avais 3 ans. Et donc, voilà. D'accord. Déjà, avant de dire quoi que ce soit, je suis désolé pour ce que tu as vécu. Mais c'est pas de ta faute. Je sais, mais je suis un être humain et c'est un être humain qui a fait ça, donc je dis désolé au nom de l'humanité. Aussi, je pense que tu devrais passer au-dessus. Mais c'est dur, hein? C'est dur. Nous, on nous a appris à ne pas résoudre des problèmes, mais à se concentrer sur les causes. Pas forcément de manière positive, c'est-à-dire, on nous a appris à remuer le problème sans le résoudre. On nous a appris à attribuer un tort. Et ça, c'est culturel. Dont l'exemple que je parlais avec mon vieux père et la cuisine. C'est culturel. On n'aura pas tendance à dire, il y a une situation T. Ça ne veut pas dire que je tolère quoi que ce soit. Je dis juste que lorsque tu focalises ton attention sur quelque chose, cette attention, c'est une énergie mentale. Plus tu focalises ton énergie mentale dessus, plus cette chose t'absorbe de l'énergie. Ouais, c'est vrai. Totalement. La seule chose, c'est que le cerveau nous a tout montré. Les mécanismes de défense, là, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est-à-dire, si c'est trop difficile, en parle, expulse. Parce que si tu n'arrives pas à en parler, ton cerveau va mettre ça de côté. C'est ça, parce qu'il ne veut pas se focaliser sur quelque chose qui va le maintenir alors qu'il est en perpétuelle évolution. Et si tu es appelé à évoluer, tu es appelé à penser à toi. Et si tu penses à toi, tu dois te concentrer sur ton bien-être. Et si tu te concentres sur ton bien-être, tu ne devrais plus prendre en compte le fait que c'est peut-être de la faute de X ou de Y la cause de. J'ai 2 phrases que j'utilise la plupart du temps. Rien n'arrive par hasard et tout ce que Dieu fait est bon. C'est dur, c'est vraiment dur. Ça a une grosse portée parce qu'on a tendance à le dire toujours peut-être quand tout va bien. Mais quand tout va mal, quelqu'un a perdu son papa, tu vas lui dire ah waouh. Écoute, tout ce que Dieu fait est bon. Il va péter un câble. Mais t'es fou, t'es malade toi, qu'est-ce que tu racontes? Alors que si ton papa était toujours là pour toi, et ça faisait en sorte que tu avais le statut d'éternel paterné, et que tu es appelé à faire des choses plus grandes, cette faille, cette rupture-là, va te faire en sorte que tu te recentres sur la réalité, sur le fait de savoir qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un derrière toi. Et lorsque tu arrives à ce niveau, tu commences à faire des trucs, des dingueries, etc. Parce que tu sais que là, il n'y a plus papa, etc. Je ne vais plus me conforter sur ma position. Il faut que. Et là, tu as de la motivation, ou du moins, tu as l'adaptation à la nouvelle situation qui fait en sorte que tu réussisses. Tu crois que tu aurais eu ce modèle de réussite si ton père était toujours en vie? Mais c'est dur de le dire. C'est cruel même de le dire. Mais c'est ça la vie. De la même manière qu'il y a des lions qui bouffent des gazelles, on dit ah ouais, mais si le lion ne bouffe pas la gazelle, il va mourir de faim. Mais si la gazelle qui est morte, elle avait un enfant. Tu vois à quel point la vie est particulière. Mais on s'adapte. La particularité principale, sinon ultime de l'être humain, ce n'est pas la faculté de langage ou de réflexion. C'est la capacité à s'adapter à tout type de situation. Il y a des humains partout. Dans la glace, dans l'eau, sur l'air, partout. Parce qu'on s'adapte à tout type d'environnement. Et on s'adapte à tout type de situation. C'est cette particularité qui fait en sorte qu'on soit les personnes que nous sommes. Et attention à où va ton attention. Ah, c'est pas mal ça. Il faut que je la note. J'espère qu'on va la noter quand même. Attention à où va ton attention. Et réorienter sur le fait de ne pas parler à quelqu'un. Tu dépenses de l'énergie pour inhiber le fait de ne pas parler à la personne, pour inhiber ta parole.
Si tu es quelqu'un qui parle à tout le monde de manière spontanée, qu'il y a quelqu'un qui est là, tu te retiens. Tu mobilises une énergie pour le faire. Ouais, c'est pas faux. Tu vois? Mais est-ce que la personne mérite que tu mobilises cette énergie pour ça? Dès lors que tu dois penser qu'à ton bien-être. Donc, à réorienter ton énergie sur toutes les choses positives ou bénéfiques pour ta personne. Ouais. Tu as vu que c'est quand même difficile, le fait de ne toujours pas avoir de choix. Ouais, c'est compliqué. Rien n'est facile. C'est pour ça qu'il faut prendre les choses comme elles viennent. On fait confiance au processus, et le processus, c'est la providence. La providence, c'est l'architecte qui a tracé toutes ces routes. Et dis-toi bien que si tu vibres d'une manière positive, tu prendras une route qui te mènera où tu veux. Si tu vibres d'une manière négative, tu prendras la route qui te mènera où tu veux. Choisis ton chemin. Je crois que c'est ça mes derniers mots. Waouh! J'ai eu ma séance gratuite. Vraiment. La production recevra ma facture. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Is. Nous sommes arrivés au terme de cet échange qui se termine sur une note plutôt très émotive pour moi. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, autant qu'à moi. Oui. Une belle ambiance. Monsieur Is est satisfait, c'est bon. Vous pouvez partir. En tout cas, là, je pense que je vais quand même devoir couper l'épisode en 2. Ça va être la première fois qu'on le fait parce que c'est très long et quand on va rajouter l'introduction, etc., je pense que ce sera trop compliqué. Donc, on va scinder l'épisode en 2 et donc cette partie-là, vous la recevrez peut-être 2 jours après la première parce que j'ai un planning qui est défini, notamment le fait qu'il y a la Saint-Valentin 2 semaines après la sortie de la première partie de cet épisode. Donc, Valentine is coming, where is your boyfriend? On va essayer de discuter de parler beaucoup d'amour. On va essayer de parler de ça de manière positive. Donc, dans le prochain épisode, nous parlerons d'amour, mais surtout de relations à distance. Donc, je vous prépare un échange passionné avec une tête bien faite. Et pour que ça ne fasse pas trop cliché, j'ai un invité mâle, donc un alpha, qui vient échanger avec nous sur comment il vit sa relation à distance. Ça va pas juste être 2 meufs qui se plaignent de leur gare, etc. C'est vraiment moi et un monsieur. Et donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. L'épisode est censé sortir le 13 février. Donc, pour l'heure, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et à ceux de notre invité qu'il nous donne maintenant. Monsieur Is. Monsieur, comme ça s'écrit, Is, I-S-S. Voilà, donc Monsieur Is, merci à lui pour le temps, pour la séance gratuite. Merci à vous de nous avoir écoutés. D'avoir écouté cet épisode de Les Fiers Trentenaires. Comme je disais déjà, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de nous laisser des commentaires. Donc, c'était Les Fiers Trentenaires, votre podcast qui traite de la vie, des défis et des moments qui façonnent une trentaine optimiste, épanouie et forte. Merci encore de nous avoir écoutés et à la prochaine. Bisous!